avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi pour les débats. On embrasse bien fort d'ailleurs Valérie Expert qui revient demain à partir de 10h sur Sud Radio. Autour de cette table avec moi sur Sud Radio pour les débats d'actualité, Éric Tegner, président de Racines d'Avenir. Bonjour Éric. On est avec Xavier Iacovelli, sénateur des Hauts-de-Seine, candidat à la mairie de Suresnes aussi. Bonjour à vous. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement Éthique. Bonjour Sophie. Bonjour. Et François Coq, essayiste, auteur de L'impératif démocratique. Pardonnez-moi. Bonjour à vous François Coq. Au programme ce matin sur Sud Radio, les policiers sont-ils en danger ? On va revenir sur les émeutes qui ont touché ces derniers jours Chanteloup-les-Vignes dans les Yvelines, Béziers aussi. Faut-il des peines plus sévères pour ceux qui attaquent les policiers ? Deuxième débat, les Gilets jaunes doivent-ils rejoindre les syndicats pour la mobilisation du 5 décembre ? C'est dans un mois. Et puis Macron versus Le Pen. Est-ce qu'on a une toute petite chance en fait d'échapper à ce duel aux prochaines présidentielles ? Pour l'instant, les sondages nous disent non. Avant ça, on va passer comme chaque jour à vos coups de cœur et vos coups de gueule. Aujourd'hui, journée coup de gueule. D'ailleurs, on commence avec vous, Sophie de Menton. Vous fêtez Halloween en retard puisque vous nous parlez des sorcières. Oui, je pense que c'est même pas un coup de gueule ni un coup de cœur, c'est un coup de ridicule. Parce qu'il y a un moment où le ridicule prime tout. Et je pense à l'appel des féministes sous l'égide de la ministre de la Condition féminine pour réhabiliter les sorcières. On est tombé sur la tête. Alors réhabiliter les sorcières, c'est-à-dire C'est-à-dire que les sorcières étaient des femmes, elles étaient jugées par des hommes, et c'est absolument honteux ce qu'on leur a fait. Et je dois dire que je suis pétrifiée parce que je pense que c'est un détournement du féminisme, entre guillemets, que c'est ignoré, c'est une absence de culture, ça dénote pour des gens qui peut-être n'ont pas lu ou ne savent pas, ça dénote une absence de culture incroyable. Il y avait les sorcières de Salem, c'est un phénomène américain. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a Halloween, ce qui est ridicule, on a importé ça commercialement, mais il n'y a aucune espèce de raison, on n'a pas de tradition là-dessus. On avait aussi des choses magnifiques comme Ma sorcière bien-aimée, qui était un feuilleton adoré. Elle bougeait le bout du nez, vous savez, et elle arrivait à obtenir ce qu'elle voulait. Les hommes ont souvent... Alors peut-être que, je sais pas, on m'a traité très gentiment de sorcière de temps en temps. Qui vous a dit ça ? Parce que quand on a de l'intuition... quand on a de l'intuition, les hommes, c'est vrai, ils sont toujours méfiés un peu de l'intuition des femmes. Ils se méfient tendrement et gentiment. Et en disant, oui, ma femme est une sorcière, elle devine, elle a de l'intuition, etc. Et donc tout d'un coup, alors qu'il y a tellement de vrais sujets épouvantable, se mettre à faire un appel pour la réhabilitation du jugement des sorcières, les bras m'en sont tombés. Oui, on rappelle aussi qu'il y a des sorcières gentilles en Italie, par exemple, à la place des rois mages qui vous apportent, enfin, qui sont à la galette. Il y a la Befana, c'est une sorcière gentille qui vous donne des cadeaux pour les enfants, en tout cas. Réhabiliter les sorcières, François Coq. Oui, j'ai vu que c'était revenu à la mode depuis un an et demi dans un certain nombre de magazines. Il y a toujours un sujet qui est consacré à ça et je dois vous avouer que je m'en désintéresse totalement. Xavier Iacovelli ? Oui, je suis pas loin de partager cet avis. Vous êtes tous d'accord pour l'instant avec Sophie de Menton, Éric Tegner ? D'autant plus que Marlène Schiappa elle-même avait dit qu'elle pratiquait la sorcellerie. Non, mais elle avait revendiqué avoir pratiqué la sorcellerie. Mais ce qui m'intéresse, ce sont souvent les mêmes qui parfois vont pouvoir critiquer un peu le religieux, le sens du spirituel, etc. Et finalement, quand ils commencent à raconter un peu ce qu'ils font, on réalise que c'est un peu différent. Est-ce que c'est pas un clin d'œil plutôt pour Halloween justement ? C'est pas un clin d'œil, elles étaient très sérieuses les signataires. Ouais, en tout cas, effectivement, c'est la première fois, Sophie de Menton, je crois, sur Sud Radio, que vous mettez tout le monde d'accord autour de la table avec vous. Bravo à vous. Le ridicule tue. Éric Tegner, votre coup de gueule aujourd'hui ? Alors moi, c'est par rapport à une manifestation qui s'est tenue samedi devant CNews contre Éric Zemmour. Vous savez, souvent on entend parler un peu du contrôle des fichiers, on se demande un peu où ils sont, ce qu'il faut faire avec eux, s'il faut vérifier qu'ils ne sont pas radicalisés. Eh bien, tout simplement, samedi, on avait une manifestation à Boulogne-Billancourt devant les médias, devant CNews, organisé par un fichier S qui se contentait tout simplement d'insulter Éric Zemmour de sioniste, qui également insultait les bougnoules du Parti Socialiste. Alors, ce qu'il disait précisément, effectivement, c'est qu'il disait qu'il y avait justement des personnes, on va dire des Français d'origine maghrébine, qui servaient de bougnoules de service. Il y avait un côté ironique, mais effectivement, il reprenait cette insulte qui est une insulte raciste. Exactement. Et donc, c'était vraiment assez écœurant en fait de regarder cette manifestation. Mais ne vous inquiétez pas, si vous l'avez loupé, il y en a une nouvelle. Il y en a une nouvelle, c'est le 10 novembre. Et cette fois-ci, il y a absolument tous les politiques de gauche. Donc on a la France Insoumise, on a le Parti Socialiste, on a le mouvement de Benoît Hamon, on a Edoui Plenel, on a même les Antifa. Vous savez, ces gens-là qui à chaque fois vont caillasser, vont essayer d'attaquer des gens, vont faire des violences. Donc on dit tout le temps que, en tout cas de notre côté à droite, on explique que la gauche souvent fait part de clientélisme, de communautarisme vis-à-vis des musulmans, vis-à-vis aussi d'un certain islam politique.
politique, eh bien ça, on le verra en direct. Là, Ça vous sera le parlez 10 de la novembre. manifestation contre l'islamophobie, c'est ainsi qu'elle Exactement. s'intitule. Et je note qu'elle est également organisée par quelqu'un qui, lors des attentats de Mohamed Merah, avait totalement relativisé l'attentat via une série de tweets. Xavier Iacovelli, vous venez de la gauche, vous êtes plutôt dans la majorité présidentielle aujourd'hui. Est-ce que vous partagez le mot d'ordre de cette manifestation du 10 novembre, justement, contre l'islamophobie ? Alors moi, ce qui me choque déjà, c'est ce genre de manifestation devant CNews. Tout ce que peut dire Zemmour, moi je l'exècre. Mais c'est la liberté d'expression. C'est la liberté d'expression. Je vous avoue que moi, je n'irai pas faire un débat avec Zemmour et je n'irai pas lui donner Vous êtes audience. partie de ceux qui boycottent Zemmour. Non, moi, en tout cas, je n'irai pas lui donner audience et en tout cas, je n'irai pas. Je pense que CNews fait une erreur en lui donnant la parole. Et ça, c'est mon point de vue. Mais de là à faire une manifestation avec des propos tels que rapportés ce week-end, je trouve que, pour le coup, là, on dépasse l'entendement. En tout cas, la vidéo de la manifestation et des propos auxquels Éric Tegner fait allusion, cette vidéo fait le tour des réseaux sociaux. Vous pourrez effectivement la regarder. François Coq ? Non, surtout pas. Sur la manifestation du 10 novembre, je dois dire que celle-ci me pose de lourds problèmes. D'abord, par le thème lui-même, je fais partie de ces gens qui considèrent que le terme islamophobie a été importé dans la sphère publique aux fins de promouvoir l'islam politique. Et moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut continuer à pouvoir critiquer les religions en tant que telles, mais combattre, pour le coup, les racismes. Tous les racismes et le fait de se cacher derrière ce terme islamophobie renvoie à la critique de la religion et au fait que le racisme finalement est ramené à la seule dimension des musulmans, alors que les gens sont racistes bien au-delà du seul critère religieux pour beaucoup d'entre eux. Et la religion sont différentes, en tout cas. Bien évidemment, et donc l'amalgame qui est fait me pose problème. Et puis le périmètre de l'appel me pose problème. Je vois qu'il y a des gens pour lesquels j'ai beaucoup d'estime, pour certains qui appellent à cette mobilisation, mais il se trouve aux côtés aussi de gens qui sont les promoteurs de l'islam politique en France, y compris de certains imams qui ont eu des propos par le passé et dans un passé récent qui sont plus que problématiques. Et je trouve que donc c'est une bien mauvaise façon de faire et que finalement on n'aide pas les idées qu'on défend et qu'une conception de la laïcité totalement républicaine mériterait qu'on se garde de tomber dans de tels panneaux. Merci, je suis contente d'être autour de cette table ce matin, décidément. Heureusement, on espère. Je le partage, oui, mais particulièrement. Je partage, je trouve, en plus... Au-delà de tout, on remet de l'huile sur le feu indéfiniment sur une islamophobie qui n'a pas lieu d'être. Je pense que les musulmans, ça va paraître provoquant à beaucoup, sont heureux en France. On les laisse prier, on leur construit des mosquées, on essaie de les intégrer. Et la majorité des musulmans... Aussi. Oui, mais là, puisqu'on parle de musulmans... On les intégrer, il n'y a pas question d'intégrer des Français. On n'intègre pas en France des Français. Même ceux qui ne sont pas français. Voilà. Donc voilà. Et en plus de ça, je trouve, alors là, quel que soit le motif, que stop aux manifestations. On ne peut plus continuer à inciter les gens à protester, à manifester. On est en train de diviser notre pays qui est chaotique. Je trouve ça dramatique. Essayons de penser un peu à la chance qu'on a d'être en France, quelque part quand même. C'est insoutenable et je pense que c'est même criminel. Pardon, tout à l'heure on va traiter, les auditeurs jugeront, mais est-ce qu'il faut que les gilets jaunes se joignent à la manif ? Non mais je rêve de voir l'intitulé de la question, on y reviendra tout à l'heure. Pourquoi pas ? Mais pourquoi vous posez cette question ? Je veux dire, c'est extraordinaire, c'est au cas où il n'aurait pas eu l'idée. Au cas où il n'aurait pas eu l'idée. Enfin, justement, ce que vous venez de dire quand même, c'est que François Coq, vous réfutez aux gens le droit de pouvoir manifester sur quelques sujets que ce soit. Moi, je suis très choqué par ces propos, je vous le dis. Ça fait partie des libertés fondamentales et des libertés républicaines. Absolument pas. Absolument pas. Vous dites que les gens ne devraient pas manifester pour quelque raison que ce soit et se taire et être vassalisés totalement. Je ne suis pas d'accord avec ça. Laissez parler François Coq. Ça, c'est la sémantique ridicule et qui détourne les propos. C'est pas bien, ça fait partie. Non, mais ça fait partie de votre mouvement. Je n'ai jamais dit ça. C'est quoi mon mouvement, excusez-moi ? C'est les son ancien mouvement. Votre ancien mouvement. François Coq n'est plus à la France Insoumise. Même eux, ils veulent plus de lui. Exactement. J'ai été banni par je plaisante, je termine juste la phrase. Le droit de manifester est un droit essentiel. Et d'autant plus essentiel que, par contre, l'incitation à provoquer la curiosité médiatique sur les manifestations, je pense que c'est très dangereux pour le pays et que c'est un droit trop important et trop sérieux pour maintenant aller manifester à n'importe quel moment et pour tout. Donc tout le monde a le droit de manifester, mais il ne faut pas encourager les gens à le faire.
Tegner. C'est ce que vous dites en tout C'est cas. trop sérieux pour un usé, quoi. Voilà. Éric Tegner, vous vouliez réagir? Non, ce qui est intéressant, c'est que c'est toujours les mêmes qui font des manifs, c'est toujours les mêmes qui font la grève, c'est toujours les mêmes en fait qui se plaignent et qui apportent pas de solution. C'est-à-dire, moi j'en ai vu la manif pour tous, c'était pas les mêmes a priori. Oui, bah écoutez, c'est une fois tous les ans, une fois tous les 3 mois. C'est déjà trop. Pour le coup, c'est le dimanche et en plus on ne les écoute pas. Et c'est plutôt toujours très calme. Il n'y a jamais eu de problème là-dessus. En revanche, c'est vrai que les propos n'ont jamais dérapé. La CGT, on la voit absolument pas. Lors de la manif pour tous. Non, absolument pas. La dernière manif pour tous, je vois pas le problème qu'il y a eu. La dernière manif, il n'y a notamment. jamais eu de propos. Ils ont Alors exprimé vraiment pas, c'était stupéfiant. J'étais, parce que d'abord c'était dans mon quartier, je voulais voir, etc. Et j'ai été stupéfaite d'abord de voir à quel point ça a été peu repris étant donné le nombre de gens qu'il y avait. Et je suis désolée. Pas en plus. On ne s'attendait pas du tout. J'étais scotchée. J'ai vu des homosexuels qui prenaient le micro et qui défendaient leur position en disant on est homosexuel, on revendique. Enfin, franchement, à la manifestation, je le reprécise, contre la procréation médicalement assistée pour toutes les femmes. On est d'accord. Absolument. Xavier Iacovelli, vous étiez d'accord? Vous aviez vous-même un coup de gueule? Oui, un coup de gueule. Alors rien à voir, mais moi c'est sur les 300 à 400 enfants qui dorment dehors sur Paris et qui ont. C'est un propos qui a été rapporté par Europe 1 du président du SAMU de Paris. Le 115, c'est 20 000 appels par jour, ce qui est énorme. Et en fait, la première problématique en fait de ces familles, parce qu'en fait on avait principalement des hommes dans la rue jusqu'à maintenant, et on a de plus en plus de femmes. On a presque 14% de femmes maintenant, et des enfants également. Et donc tous les jours, c'est 300 à 400 enfants qu'on est obligé de laisser dehors, faute d'hébergement, faute de solution. Et en fait, la première des raisons de ces enfants dehors et ces familles dehors, c'est les expulsions locatives. On en a 16 000 en 2018. Ça va se terminer à partir de maintenant, dans la mesure où la trêve hivernale est entrée. Mais vous savez très bien que, et en tout cas moi je le vois en tant qu'élu local, on fait en sorte que toutes les expulsions arrivent très tôt, enfin dans le mois d'octobre. On fait en sorte d'avoir toutes les expulsions dans le mois d'octobre. Et moi je prends l'exemple d'une dame. C'est quand la date là? Depuis le 1er novembre, on a les expulsions. C'était le 31 octobre. On est en trêve hivernale, là, ça y est. Les expulsions locatives sont terminées jusqu'au 31 mars. Voilà. Et donc, moi, j'ai un exemple d'une dame, Lilia, qui avait ses 2 enfants, lourdement handicapés, qui étaient en procédure d'expulsion. Et il a fallu, avec la conseillère régionale de Châtillon, Nadège Azaz, qu'il a fallu qu'on intervienne auprès du préfet pour vraiment essayer de négocier, pour faire en sorte que cette famille reste jusqu'à la fin de la trêve hivernale. Ça règle pas le problème, ça le repousse. Mais au moins, on n'a pas une famille avec ces 2 enfants lourdement handicapés qui sont dans la rue. Alors, et ça, il y a un vrai problème. Alors, juste pour rappeler une chose, elle était en procédure d'expulsion, on est bien d'accord, expulsion locative. Donc on avait même reçu les avis de huissier pour qui intervenait dans les jours à venir. Elle n'arrivait plus non plus à payer son loyer. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait aussi? Non, c'est même pas une question. Elle pouvait payer le courant, c'était en fait l'arriéré qu'elle pouvait payer. Et le propriétaire voulait récupérer son appartement. Ce qui peut être compréhensible, c'est pas le problème. C'est le manque d'hébergement aujourd'hui, notamment pour les plus modestes en Île-de-France. On voit bien qu'on est en saturation de logements. Je vois que le ministre du Logement de Normandie a ouvert 14 000 places supplémentaires d'hébergement d'urgence, dont 7 000 en Île-de-France. Donc on voit qu'il y a quand même une volonté du gouvernement d'intervenir sur ces questions d'hébergement d'urgence. Mais c'est, à mon avis, en amont qu'il faut gérer le problème. C'est pas une fois qu'ils sont expulsés. Et donc là, c'est aussi de la responsabilité des bailleurs sociaux, surtout des bailleurs sociaux et des bailleurs tout court, pour trouver des solutions d'accompagnement social en amont des expulsions. 20 ans qu'on dit ça, mais sauf que le gouvernement ne peut pas tout faire en l'occurrence sur ces questions-là. Et c'est avant tout aux collectivités et aux mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Il faut construire de nouveaux logements dans ce cas-là et des hébergements d'urgence. Et je pense qu'il faut construire des hébergements d'urgence. Mais ça va mettre 2-3 ans au minimum. Vous savez ce que c'est que les autorisations construire. Donc ce que je veux dire, je suis tout à fait d'accord avec vous. Voir des enfants qui dorment dehors, c'est insoutenable. Bon. Maintenant, le YACA, on n'a pas de solution réelle. Je veux dire, on est inefficace. On sait très bien que construire prend un temps fou. Je ne sais pas ce qu'on fait. Une solution, c'est déjà refuser toutes les expulsions locatives avec des enfants. C'est juste, c'est la première chose. Absolument. Parce que ça fait pas 2-3 ans qu'on a le problème sous le nez. Donc c'est peut-être qu'il faut 2-3 ans pour construire, mais en attendant, ça fait plus de 2-3 ans, et donc les décisions n'ont pas été prises. Et moi, je vous remercie de ce coup de gueule, parce que, vous voyez, moi aussi, je suis un élu local, et je suis d'astreinte ce week-end, et jeudi, puisque c'était le dernier jour des expulsions locatives, j'ai eu des expulsions locatives à gérer pendant le week-end, avec la difficulté qui est celle que vous venez d'évoquer. Il n'y a plus de place dans les hôtels, ils sont tous saturés. Et
quand on appelle même le 115, il a été impossible de trouver une place et dans le 77 et dans le 94 pour ces familles, et notamment pour une famille avec un petit de 2 ans et demi. Qu'est-ce que vous avez fait alors? Voilà. Voilà la difficulté. Attendez, bonne question de Sophie de Menton. Au final, cette famille, on a réussi tout à la fin à trouver des gens qu'ils connaissaient vaguement qui ont pu les héberger pour le week-end, et donc ce matin on va essayer de prendre en charge. Mais il n'y avait pas les moyens dans les structures classiques d'accueil. Je comprends bien. Et voilà comment vous allez prendre en charge? Et au final, j'assume le fait que moi, en tant qu'élu local, mais la puissance publique a été défaillante là-dedans. Parce que nous n'avons pas pu trouver, parce qu'il n'y avait pas les moyens de trouver. Et pourtant, croyez-moi, et qu'est-ce que vous faites? Il y a des collectivités qui refusent de construire des logements. N'a pas dormi à la rue. dormi dans la rue, mais il a dormi dans une famille que ces gens-là connaissaient, mais de très loin, et ça a été très compliqué de la trouver. Solution d'urgence à trouver. Et par la suite, vous allez faire quoi donc? Moi, ça m'intéresse d'avoir l'élu local. Mais par la suite, le problème, c'est que normalement, là, c'est les EDS qui vont prendre en charge à partir de ce matin. On a accompagné la famille, on lui a donné tous les documents. On va le recevoir aussi au CCAS, au Centre communal d'action sociale de la ville. Et les services sont actuellement en train d'essayer de trouver une solution. Allez, restez avec nous sur Sud Radio. Et on est ensemble jusqu'à midi sur Sud Radio pour les débats d'actualité. On est avec Éric Tegner, président de Racine d'Avenir, Xavier Iacovelli, sénateur des Hauts-de-Seine et candidat à la mairie de Suresnes, Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique, et François Coq, essayiste, auteur de L'Impératif démocratique. Ce coup-ci, je le dis sans l'écorcher, dans quelques instants sur Sud Radio. Est-ce qu'il faut sanctionner plus lourdement ceux qui se livrent à des attaques contre les forces de l'ordre, comme ça a été le cas par exemple à Champclou-les-Vignes ce week-end, ou alors à Béziers quelques jours avant? Mais auparavant, François Coq, votre coup de gueule contre le ministre de l'Éducation nationale. Oui, contre le ministre de l'Éducation nationale, et puis la promotion qui a été faite hier par le journal du dimanche pour le remettre en selle. Ça n'aura échappé à personne. Alors le ministre a eu une double page dans le journal pour se vanter d'un moment historique, c'est ces termes, un moment historique à propos des évaluations de CP et de CE1, et pour nous dire que le niveau des élèves remonte. Alors sur des bases qui sont quand même très discutables, il n'y a qu'à écouter les chercheurs en sciences de l'éducation qui se sont prononcés sur le sujet. Le retour en plus est très faible. Ces évaluations ont été mises en place l'année dernière. Elles ont eu lieu à nouveau en cette rentrée sur des bases qui ne sont pas exactement les mêmes, avec un différentiel qui est très faible, très très faible dans les résultats. Et là, le ministre nous dit que c'est un moment historique. Alors pourquoi vous n'y croyez pas alors? Je ne crois pas en ces évaluations parce que on est là sur des choses qui sont calquées exactement sur les évaluations internationales pour faire du chiffre et de la communication, mais dont les enseignants n'ont absolument pas besoin. Vous savez, il y a un sondage qui a été fait auprès des enseignants qui disent que ces évaluations, elles leur permettent de vérifier ce qu'ils savent déjà. C'est-à-dire que quand on a les élèves face à nous, au bout de 3 semaines de cours, on sait déjà où en sont les gamins dans un domaine ou dans un autre. Vous savez, je parle en connaissance de cause, je suis enseignant, voilà, et je retrouverai mes élèves à la sortie de cette émission. Donc les collègues savent aussi faire ce travail. Oui, mais donc, le dédoublement des petites classes, parce que c'est ça qu'il évaluait, et il a simplement dit, admettons que vous ayez partiellement raison. Il a, en tout cas, partiellement, parce qu'effectivement, c'est compliqué d'évaluer, etc. Mais il a simplement dit, d'abord, on a arrêté la baisse, on a testé, j'ai lu les tests avec intérêt, j'étais sceptique. Mais il est certain que les professeurs le disent, etc., qu'on a arrêté de baisser et que le dédoublement des classes a été très efficace. Mais tout dépend de ce qu'on évalue. Ce qu'il dit, c'est qu'on évalue là le socle commun de compétences, pour être clair, lire, écrire, compter. Et il nous dit que le niveau monte. Excusez-moi, mais le socle commun de compétences n'a rien à voir avec le niveau général. Il y aurait quand même une discussion à avoir là-dessus. Et le socle commun, c'est jamais rien que le SMIC éducatif. Vous devriez expliquer pourquoi. Mais je passe ma vie à ça. Je vous invite à lire L'école du peuple que j'ai publié il y a quelques années sur le sujet. C'est un SMIC éducatif qui finalement rejette celles et ceux qui ont le moins de capital socio-éducatif derrière, parce que ceux qui ont les moyens financiers ou culturels derrière peuvent très bien compléter ce SMIC éducatif qui est le socle commun dans la famille. Je suis d'accord. Je vois pas le rapport en fait entre le socle commun. Si on parle de socle commun de compétences, c'est savoir lire et écrire globalement les fondamentaux. Alors Blanquer dit que ça va un peu mieux. Pourquoi vous parlez de SMIC? Non. Quand Blanquer dit dans son interview, le socle commun, c'est ce qui est évalué dans ces évaluations, nous dit-il, remonte, c'est un progrès historique, et il nous dit le niveau augmente. Je suis désolé, mais le niveau des élèves n'est pas directement corrélé à ce qu'est le socle commun de compétences. Sauf que si c'est savoir lire, écrire, compter, c'est déjà un minimum syndical. C'est un minimum syndical, mais qu'est-ce que vous faites avec ce minimum syndical aujourd'hui? C'est tout le basculement des compétences aux qualifications. Sauf que le problème, c'est que le minimum syndical, on va dire, on ne le retrouvait pas au collège. Au collège, on avait des gamins qui ne savaient pas lire, qui ne savaient pas écrire. Et donc, si on n'a pas ce socle minimal dès la primaire, effectivement, ça pose un problème pour la suite. Donc, je pense que
je ne dis pas que tout est merveilleux et que tout est idéal. Je dis juste que travailler dès le départ, dès la maternelle, dès la primaire, sur la question du socle commun de compétences est indispensable si on veut avoir ensuite des progressions significatives sur le collège et le lycée. Mais si on n'a pas les bases, on en parlera tout à l'heure sur le problème des banlieues, etc. C'est qu'à un moment donné, le problème de la discrimination, il est aussi que les élèves, vu qu'ils apprennent pas à savoir écrire, quand ils vont faire une lettre de motivation, quand ils vont candidater à un poste, si derrière il ne sait pas accorder un verbe, un complément, mais le socle commun, il s'évalue pas au primaire, il s'évalue à la fin du collège. C'est ça le problème. Une personne à la fois. Cela étant dit, avec Tegner, les problèmes d'orthographe, a priori, ne concernent pas que la banlieue. D'ailleurs, il suffit de faire un tour sur les réseaux sociaux pour voir. Je suis d'accord, mais c'est un problème général. Mais c'est d'ailleurs pour ça que pour moi, ça me met. Évidemment, je pense qu'il y a une propagande du côté de Blanquer. De toute façon, je pense que le JDD est un organe de propagande macroniste. Parce que chaque dimanche, ils prennent un ministre différent, ils font la une dessus. Après, que Blanquer dise c'est un peu progressé, ça m'étonne pas. Parce qu'encore une fois, on vient tellement loin qu'on ne peut progresser. La vraie question, c'est est-ce qu'en CP, c'est que ça baisse. Oui, mais le problème aussi, c'est pas la seule faute de Jean-Michel Blanquer, c'est aussi les professeurs qui ne suivent pas forcément les directives. On sait très bien que c'est une machine compliquée. C'est pas tous les professeurs. Vous oubliez le milieu familial qui est l'essentiel. Mais c'est ce que je viens de vous expliquer justement. En quoi justement le problème, en quoi le problème du socle commun de compétences justement est quelque chose qui permet et qui assigne les gens à leur résidence socio-culturelle. Alors, je suis d'accord avec ça, c'est terrible, mais c'est pour ça que ce gouvernement a fait quelque chose de très bien. Il veut mettre les enfants en classe pratiquement dès 2 ans. Parce que c'est les 2 premières années, malheureusement, que s'acquiert le vocabulaire, le nombre de mots qu'on aura, etc. Et c'est ça qu'il faut traiter en amont, parce que, à moins d'avoir des élèves surdoués, et ça arrive, on en connaît plein, et c'est bien, s'ils arrivent en classe à 3-4 ans, déjà avec 5 fois moins de vocabulaire qu'un autre petit enfant, on pourra faire tous les efforts qu'on veut. Après, je vais être de mauvaise foi. Il y a certaines écoles où moi, si j'avais des enfants, à 2 ans, j'aurais pas envie de les envoyer. Parce que les gens savent pas forcément parler français, il y a différents langages, etc. Alors je vais pas essayer de stigmatiser. Allez, restez avec nous sur Sud Radio. En tout cas, on va parler justement dans quelques instants de la faillite de l'éducation, mais pas que d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on fait quand des adolescents, des mineurs en tout cas, mènent des émeutes et se livrent à des attaques contre les forces de l'ordre? Est-ce qu'il faut sanctionner plus durement ceux qui attaquent les forces de l'ordre, comme ça s'est passé par exemple à Chanteloup-les-Vignes ce week-end ou à Béziers il y a quelques jours? Vous nous appelez, au 0826 300 300 pour nous donner votre avis. On se retrouve dans quelques instants sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Parlons vrai. Bouygues Télécom. Dans la famille Texier de Toulouse, Théo et Tina veulent mater une série sur leur tablette. Et leur père doit tester un tuto de recette de Noël. Mais leur connexion Internet n'est pas top. Eh bien, famille Texier, bonne nouvelle. Avec la fibre Bouygues Télécom, partagez Noël en très haut débit. En ce moment, la fibre est à seulement 14,99 € par mois pendant 1 an, puis 26,99 € avec Bibox Fit. Oui, 14,99 €. Appelez gratuitement Bouygues Télécom au 3106. Offre soumise à conditions sous réserve d'éligibilité et de raccordement. Engagement 12 mois. Pour les fêtes de fin d'année, trouvez plein d'idées cadeaux sur Amazon. Pour tout le monde, et même pour votre belle-sœur. Avec plus de... et encore plus de... Oh, mais comment avez-vous deviné, Romain? Disons que j'ai mes entrées chez le Père Noël. Profitez des prix bas et de la livraison gratuite sur les articles comme Microsoft Surface Pro 7, les montres connectées Garmin et les produits de bricolage et jardin Bosch. Trouvez toutes vos idées cadeaux sur Amazon. Voir conditions sur Amazon.fr. Sud Radio. Dans le Vaucluse. À Orange. Sur 95.2. Et si c'était le moment d'avoir votre site web clé en main avec Orange? Alors moi, grâce à Orange Pro, j'ai un site web génial pour mes compositions florales. Ah bah moi j'ai un expert qui s'occupe de tout, de la création jusqu'à la mise en ligne. Et moi, on peut même visiter mon site depuis un mobile. Moi aussi, j'ai plus qu'à monter ma boîte. Avec l'offre site web clé en main, Orange vous accompagne pour développer votre visibilité sur Internet. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Offre soumise à conditions, disponible en France métropolitaine, réservée aux professionnels. Conditions et détails sur orangepro.fr ou au 3901. Service gratuit, appel au prix d'une communication normale selon offre détenue. Écoutez Sud Radio, les podcasts de vos émissions. Regardez Sud Radio en vidéo, toutes les infos, l'actu commentée et décryptée sur sudradio.fr et l'application Sud Radio. Découvrez le nouveau site sudradio.fr, la nouvelle appli sur votre téléphone et écoutez Sud Radio à tout instant. Sud Radio, parlons vrai. Avec loveandvibes.fr, vous allez faire monter la température. Surprenez-la avec des objets coquins. Étonnez-le avec des dessous sexy. Loveandvibes.fr, c'est des milliers de références de sextoys pour hommes et femmes, d'accessoires érotiques et de lingerie pour toutes les tailles. Votre commande est expédiée le jour même. Profitez-en pour découvrir de nouvelles sensations, seul
ou à 2. Et en plus, la livraison est toujours gratuite, rapide et discrète sur loveandvibes.fr. Sud Radio, 10h midi, débat. Et on est toujours ensemble jusqu'à midi sur Sud Radio pour les débats d'actualité avec Éric Tegner, Xavier Iacovelli, Sophie de Menton et François Coq. Justement, parlons des violences qui ont émaillé certains quartiers sensibles ces derniers jours en France, à Chanteloup-les-Vignes ce week-end, à Béziers il y a quelques jours, puis dans d'autres villes d'ailleurs il y a quelques jours aussi, ou plutôt quelques semaines. On a eu des violences qui ont éclaté à Étampes, à Champigny-sur-Marne, au Mureau, dans les Yvelines. Les violences contre les forces de l'ordre qui sont en augmentation de 14% cette année, mais plus récemment d'ailleurs les policiers, en tout cas à Chanteloup, n'ont pas été les seuls visés, puisque les jeunes les ont pris à partie, des pompiers aussi ont été visés, et puis eh bien il y a eu des incendies, pas seulement d'ailleurs des voitures, ce qui est déjà grave, un chapiteau, un cirque construit en dur qui est parti en fumée, 800 000 € au moins, certains chiffres d'ailleurs donnent plus d'1 million d'euros de dégâts. Bref, faut-il des sanctions plus lourdes pour ceux qui s'en prennent aux policiers? C'est notre premier débat. Avant d'en parler avec vous, au 0826 300 300, j'aimerais qu'on donne la parole à Frédéric qui nous appelle de Blagnac. Bonjour à vous Frédéric. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Eh bien écoutez, merci. Alors, on parlait de ces violences qui ont éclaté à Chanteloup-les-Vignes, ça c'est dans les Yvelines. Il y en a eu un tout petit peu plus près de chez vous, vu que vous êtes à Blagnac dans la Haute-Garonne, puisque à quelques kilomètres dans le département d'à côté, à Béziers, effectivement, il s'est passé à peu près la même chose jeudi soir, le soir de Halloween. Est-ce qu'il faut sanctionner plus durement ? Alors oui, bien sûr qu'il faut sanctionner plus durement pour plusieurs raisons. D'une part, c'est à chaque fois un groupuscule, je dirais minoritaire, qui prend le dessus par rapport à l'ensemble de la population. Il ne faut pas stigmatiser la population de Béziers ou l'autre, mais je dirais que malheureusement, dans certaines cités, c'est ce qui se passe. Et tant qu'on n'aura pas solutionné le problème à sa base, on aura malheureusement, je pense, ce genre d'incivilité. Incivilité que nous réglons quand même tous au niveau de la collectivité, puisque les dépenses sont quand même prises sur le budget et que nous participons tous avec nos impôts à ce budget. Alors, faire des sanctions, oui. Faut-il encore donner la possibilité à la justice de pouvoir intervenir rapidement dans les décisions et surtout de les mettre en application. Donner aussi aux forces de l'ordre la possibilité de pouvoir intervenir de manière, je dirais, normale. Mais elles sont intervenues, en tout cas les forces de l'ordre, et elles en ont pris, si je puis dire, plein la figure ou du moins plein le casque. Mais oui, parce que malheureusement, aujourd'hui, il n'y a plus de respect de l'uniforme. Vous vous rendez compte, on arrive dans une situation où aujourd'hui, même porter un uniforme en dehors de son travail est qualifié de risque pour eux. C'est quand même complètement dingue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus le respect de la République, il n'y a plus le respect de l'uniforme, plus le respect de l'autorité. Et puis de toute façon, il faut aussi arrêter avec les débats de dire mais il faut faire du social, on a essayé dans certaines cités, des associations, etc. Ça ne fonctionne pas. Donc il faut faire quoi alors? Juste une répression plus forte pour vous, ça suffirait? Alors, une répression plus forte ne suffirait pas. Il faut bien évidemment faire une répression forte, immédiate. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes dans ces cités et que vous êtes face à ce genre de vie commune, n'oublions pas les gens qui vivent au quotidien dans ces immeubles et qui sont soumis à ces règles complètement disparates dessus. Il faut pouvoir les protéger et intervenir. Après, il faut aller prendre le problème à sa source. Est-ce que c'est un problème lié au trafic ou autre ? Il faut pouvoir le solutionner parce que de toute façon, la seule volonté de ces personnes qui aujourd'hui font ce genre d'émeutes, c'est de pouvoir installer des zones totalement de non-droit, de libre circulation, je dirais, de leur commerce dessus. Créer des emplois. J'ai été créateur d'emplois dans certaines de ces communes. Comment ? Donc c'est bien du social que vous voulez faire en plus de la répression. De l'économique. Oui, du social, de l'économie. Remettre du service public dans les quartiers, remettre la République tout simplement dans les quartiers. Avant ça, il faut absolument arrêter les violences. Ça sert à rien. Donc le premier point aujourd'hui, et c'était la question qui était posée, c'est est-ce qu'on peut arrêter les violences ? Moi je dirais qu'une des premières choses à faire, c'est de faire cesser l'impunité des mineurs. Parce qu'aujourd'hui c'est terrible. Les mômes crient mineurs quand qu'ils mettent le feu à quelque chose, etc. Oui, ils se font quand même interpeller malgré tout. Oui, ils se font interpeller, d'accord. Qu'est-ce qu'on en fait ? Et moi, alors là, je suis sûre que je vais faire hurler certains. Je pense qu'il faut créer ce qu'on appelait, et il ne faut pas le prendre dans le vieux sens du terme, des maisons de redressement. C'est-à-dire des maisons pour mineurs. C'est-à-dire qu'il faut mettre ces mineurs ensemble. Il ne faut pas les mettre en prison. Correction, quoi. Oui, correction, redressement, ce qu'on veut. Mais en tout cas, pour mineurs, le faire comme on a fait d'ailleurs certains trucs aux États-Unis avec l'armée, où on leur apprend de la discipline. Mais non, mais c'est pas punitif, c'est éduquer en même temps. Ça va plus être des maisons, ça va être des immeubles de recollection. Et on ne peut pas les mettre en prison. Donc déjà, les mineurs, une fois qu'ils auront ça, ça va un peu calmer le jeu. Sarkozy n'avait pas mis ça en place ?
On a vu ça. Il y a eu une tentative, magnifique résultat. François Coq, vous êtes vous-même de Champigny. Oui, moi je suis de Champigny-sur-Marne et qui a été confronté à des violences. Voilà, qui fait partie de ces villes qui ces dernières semaines ont connu des affrontements et des guet-apens qui ont été tendus aux pompiers et aux forces de l'ordre. Je crois qu'il ne faut pas se tromper sur le diagnostic parce que j'ai entendu des choses quand même que j'ai trouvé assez farfelues, y compris de la part du préfet des Yvelines qui nous explique qu'il y aurait une espèce de compétition entre les quartiers. Moi, je crois que les choses sont assez simples en la matière. Ce qui est visé, c'est la puissance publique sous toutes ses formes, parce qu'elle dérange. Et à Chanteloup-les-Vignes, c'est ça. C'est ce cirque qui pratiquait de l'insertion, mais c'est aussi un point d'information jeunesse qui était juste à côté, il y a eu une tentative d'incendie dedans. Nous, à Champigny-sur-Marne, ce qu'on a connu, c'est pareil, c'est la puissance publique, lorsqu'elle se déploie sur le terrain, qui est visée, tout simplement. Pourquoi ? Parce que les gens veulent se retrouver, enfin les gens, celles et ceux qui sont les agresseurs, veulent un territoire d'impunité pour leur petit commerce. Et la question est uniquement celle-là. Au-delà de la puissance publique, François Coq, un chapiteau qui avait été construit, c'est un cirque qui était censé faire de l'insertion, comme vous le dites. Enfin, c'était aussi censé rendre service et divertir les habitants sur place. Mais ça, c'est pas les habitants. C'est pas les habitants. Encore une fois, c'est une minorité qui pourrit la vie des habitants des quartiers. Moi, j'en parlais avec Samia Ghali, qui, donc, comme vous savez, ancien maire des quartiers nord de Marseille. Elle me racontait que dans les quartiers nord de Marseille, il y a quasiment des guérites, des passages pour rentrer ou pas dans le quartier. Moi, j'ai peur qu'on ne sache pas faire. J'ai peur qu'aujourd'hui, on ne sache pas arrêter ça. Il faut remettre du service public, il faut remettre la puissance publique dans les quartiers et il faut avoir une impunité, effectivement, sur... ne pas laisser passer la question de la condamnation des mineurs. Il faut condamner les mineurs. Il faut avoir aussi un outil législatif. Aux mêmes peines que les majeurs. Pas au même endroit. Pas au même endroit, mais différemment. Mais il ne faut pas laisser passer les choses. Moi, il y a certaines villes dans mon département, et notamment Asnières, lorsque Sébastien Pietrasanta était le maire d'Asnières, il avait instauré justement un couvre-feu pour les mineurs. Et peut-être que c'est ça aussi qu'il faut peut-être passer. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'un mineur de moins de 15 ans se retrouve à plus de 23 heures dans la rue ? C'est pas normal. Pardonnez-moi, Xavier Iacovelli, si on en est à regarder justement des mineurs qui... Mais on en est là. Si on en est à regarder des mineurs qui visent et qui caillassent des forces de l'ordre, qui utilisent des mortiers, est-ce que vraiment leur dire, alors attention, tu vas éteindre la lumière et tu vas rentrer dans ta chambre parce qu'il est 20h et qu'il fait nuit. C'est pour ça, Jean-Marie, à un moment donné aussi, le problème du mineur, c'est quoi ? C'est qu'il y a 3 mois, on parlait du fait qu'il fallait interdire la fessée, etc. Faut défendre le pauvre enfant, machin. Eh bien, vous savez, le jeune qui va caillasser les enfants, ou qui va sortir le mortier à 13 ans, il doit bien se marrer. Il y a quand même un problème de ces familles. Qu'est-ce qu'elles font ? Qu'est-ce que les parents font ? Donc, je pense qu'il faut de ces mineurs qui se livrent à des violences. Donc, il faut également, je pense, parce que souvent les parents, c'est souvent des familles monoparentales. C'est souvent des parents qui travaillent le soir et qui les enfants à partir de 15 ans sont seuls. Désolé, il y a d'autres familles parentales qui s'en sortent très bien, monoparentales qui s'en sortent très bien. Je dis pas le contraire. Je dis juste que parfois c'est aussi une des raisons. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Moi, je pense d'abord on tape aussi dans le portefeuille. Demain matin ou demain soir, quand il y aura une autre attaque, qu'est-ce qu'on fait ? Le vrai sujet, il est là parce qu'on a tous raison autour de la table, on est tous d'accord. Là, on est tous dans le constat. Qu'est-ce que vous proposez ? Des maisons de correction, des maisons de redressement, vous, Sophie Menton ? Immédiatement, de toute façon. Et puis, je pense qu'il faut être beaucoup, beaucoup plus sévère. J'ai peur qu'il faille que la police soit plus violente. J'ai peur qu'il faut que les ripostes soient beaucoup plus violentes, que quand on touche à un flic, ce soit vraiment une peine épouvantable. Quand le président de la République est allé le voir, vous vous rappelez de l'affaire Théo, etc. Ça, c'était l'affaire Théo. Mais c'est toujours le problème aussi, c'est qu'à chaque fois, les policiers ne se sentent pas du tout défendus. Oui, les allocations, je pense que... ça, vous voulez viser pas dans tous les cas, mais à mon avis, il faut être capable de taper dans le portefeuille. Parce qu'on donne des allocations familiales aux parents, parce qu'on considère effectivement qu'en France, la famille, les parents sont là pour éduquer leurs enfants. Or, quand un gosse, il sort le mortier à 13 ans et qui tire parfois sur des commissariats, on l'avait vu au mois de juin, je pense que l'éducation là, elle est absolument pas en créant plus de pauvreté, plus de précarité qu'on va régler ce souci. Effectivement, là où je vous rejoins, c'est qu'il y a quand même certains quartiers qui sont des zones de non-droit. Aujourd'hui, il faut aller les récupérer derrière. En supprimant des allocations familiales, on crée plus de précarité et plus de pauvreté. Mais c'est pas une histoire de précarité, il y a plus de lien aujourd'hui, il y a plus de lien entre la pauvreté il faut que la police intervienne plus régulièrement. Il faut que la justice soit plus sévère, il faut que la police intervienne plus régulièrement, il faut que les forces de l'ordre puissent rentrer dans les quartiers. Moi, ça me
Mais de là, attendez, laissez-moi finir. Mais de là à supprimer les allocations familiales, je pense qu'on va provoquer. Vous pensez aux gens qui nous écoutent là? Je pense qu'il y a plein de gens de classe populaire qui nous écoutent, qui n'ont pas d'argent. Ils se disent pas que leur gamin là, je vis au quotidien dans ma ville. J'ai reçu 33 ans dans un quartier populaire. Vous êtes en train de dire en fait personne à la fois. Sinon, c'est moi qui vais faire la police et les allocations. C'est moi qui vais vous les prendre, les amis. Éric Tegner. Ce que je trouve hallucinant pour le coup, c'est de stigmatiser les pauvres. En gros, parce que quelqu'un est pauvre, eh bien, c'est compréhensible qu'il aille taper le flic. Attendez. Et donc forcément, c'est quelqu'un qui a ce type de discours qui fait justement que les gens, eh bien, ils peuvent se permettre. Justement, parce que moi, je considère aujourd'hui que c'est pas une question de précarité qui fait que vous allez taper dedans. En revanche, ce qui est évident, c'est que si quelqu'un reçoit, eh bien, des allocations familiales par an, eh bien, peut-être que là, à ce moment-là, il va regarder son gosse qui fait un tweet et qui dit ce soir, eh bien, on va aller casser le flic parce que contrairement à ce que vous dites, ceux qui ont les allocations familiales, qui ont des enfants dans la rue. Il y avait ce qu'on appelait la neck nomination. Les gens, vous savez, sur les réseaux sociaux, ils buvaient, ils disaient à un autre de boire. Maintenant, c'est plus de la neck nomination sur l'alcool, c'est la neck nomination qui va casser le plus de flics. Et ils préviennent, parce que vous allez sur les réseaux sociaux, ils ont prévenu sur ces attaques à chaque fois les jeunes. Et donc là, non seulement, eh bien, on le surveillait pas, mais les parents ne le surveillaient pas. Moi, je suis désolé, mais quand j'étais gosse, si à un moment donné, je commençais à sortir trop tard, ou si je faisais pas ce qu'il fallait, je me prenais 2 beignes. Et derrière, c'est comme ça qu'on y allait. Et aujourd'hui, vous pensez que c'est en supprimant les allocations familiales que ça va changer? C'est en étant capable de les réduire momentanément. Une amende. Non, parce qu'ils ne sauront pas les payer. Ils sauront pas les payer. Ils vous diront on n'a pas d'argent. C'est ça le problème. J'aimerais qu'on donne la parole au professeur qui est enseignant d'une part, François Coq, et qui vit dans une de ces villes justement qui sont et qui est enseignant dans le collège du quartier qui a été évoqué tout à l'heure. Moi, je voudrais dire, il y a deux choses parce que je pense que vous vous trompez entre le symptôme et la cause profonde. Moi, je suis bien sûr d'accord pour sanctionner tous les actes répréhensibles et ils doivent être sanctionnés fortement. Et ils le sont déjà, puisqu'à partir du moment où il y a une atteinte qui est portée à un dépositaire de l'ordre public, les sanctions sont déjà aujourd'hui plus importantes que les sanctions classiques. Pas énorme. De la même manière, je pense que les forces de l'ordre doivent avoir les moyens d'intervenir, ce qu'elles n'ont pas aujourd'hui, y compris avec les nouvelles réformes. Aujourd'hui, on voit des forces de police qui sont clouées parce qu'elles n'ont pas assez de voitures, qui interviennent à deux, comme ça a été le cas pour venir en soutien aux pompiers, et qui bien sûr ne peuvent rien faire quand il y a 15 ou 20 gamins qui sont en train de les caillasser autour. Donc ça, c'est le premier aspect. Mais le deuxième aspect, je le répète, vous ne réglerez pas la question en vous demandant qu'est-ce qu'on va faire juste de ces gamins. Il faut éradiquer les zones de trafic. Et ça, on sait le faire, éradiquer les zones de trafic. Eh bien, à Champigny, on a 3 quartiers de politique de la ville. On avait un trafic extrêmement important dans un de ces quartiers il y a 2 ans. Un trafic de stupéfiants. Il y a eu une intervention de police qui a été extrêmement forte, impressionnante d'ailleurs. C'était un peu Apocalypse Now. Mais en tout cas, ça a marché. Et par contre, le trafic s'est déplacé ensuite dans un autre quartier. Donc ça va mieux dans celui où ça a été réglé, ça va moins bien dans l'autre. Dans celui où ça a été réglé, ça va moins bien aujourd'hui dans un autre quartier qui est celui dont je suis le plus proche. Eh bien, il faut régler de la même manière parce que les causes sont les mêmes. C'est du trafic, c'est tout. Et là, vous réglerez la question. Et les gamins qui, il y a 2 ans ou il y a 3 ans, n'étaient pas en train de faire ces conneries dans le quartier dont je parle, mais qui les font aujourd'hui parce qu'ils sont appâtés par l'appât du gain et par ce qu'on leur propose. Eh bien, si cette pas de gain n'est plus là demain. D'accord, le quartier mais si vous voulez qu'on parle de cause, et c'est les habitants qui sont les premiers à le demander. D'accord, mais si vous voulez qu'on parle de cause, moi ce qui m'amuse dans ce débat, je suis à chaque fois les journaux, même ce matin le Figaro, qui pourtant est un journal de droite, n'a pas mentionné sur 3 pages d'explication le terme d'immigration, tout simplement. C'est-à-dire que déjà demain il va falloir financer. Non, mais c'est pas de la faute de tous les immigrés évidemment, mais je suis désolé, c'est pas l'agriculteur de Lamballe en Bretagne qui va caillasser le flic, c'est pas non plus le petit bourgeois du 16e, ou c'est pas l'autre qui non, désolé, ils viennent d'une immigration, parfois effectivement de la 2e, de la 3e, voire même de la 4e génération. Donc ils sont français. Je suis pas en train de dire que c'est les étrangers. Je dis qu'il y a un souci, c'est qu'il n'y a pas eu assez d'intégration. Donc si déjà on voit qu'il y a un problème d'intégration dans le pays, on va pas commencer justement à faire appel à une nouvelle immigration. D'ailleurs, ce qui encouragera les phénomènes que vous avez. Aujourd'hui, il y a une immigration quand même en France. Aujourd'hui, le gouvernement fait appel à une nouvelle immigration. Aujourd'hui, on délivre 276 000 titres de séjour. On délivre 276 000 de titres de séjour aujourd'hui, et en cumulé, il y a 400 000 immigrés en France. Comment vous réglez le problème dans ce cas-là de celui dont vous avez dit vous-même qu'il est de la 4e génération, c'est-à-dire qu'il est français complètement, au moins autant que ceux qui ont des prénoms. Plus que moi d'ailleurs.
Si vous voulez, je vais vous dire, Iacovelli, déjà, je vais commencer par dire que justement, c'est très difficile de le régler. Et c'est la raison pour laquelle l'arnaque, c'est qu'il y a 20 ans, quand les gens luttaient contre l'immigration, on disait mais vous inquiétez pas, ça va être fait. Et les autres expliquaient, eh bien, les gens plus à droite, ils disaient, eh bien, en même temps, vous allez voir, dans 20 ans, ils seront pas intégrés. À ce moment-là, vous nous direz, de toute façon, ils sont ici. Alors maintenant, eh bien, faut bien faire avec. Effectivement, moi, je suis pas du tout pour les renvoyer chez eux, machin, etc. Et surtout que s'ils sont de la 4e génération, c'est qu'ils sont chez eux. Vous pensez que Pierre Edouard ou Marie-Sophie, s'ils vivent dans un quartier qui est refermé sur lui-même et qui est confronté aux mêmes problématiques socio-économiques, il y a des problèmes de mixité, etc. Il y a des problèmes de mixité. Mais il y a un moment donné, quand il y a une fuite dans un bateau, vous commencez par colmater la brèche. Et après, vous vous occupez de le vider. La réalité, elle est là. Et aujourd'hui, eh bien, il faut colmater la brèche de l'immigration, eh bien, qui irride la délinquance dans les quartiers. Je suis désolé, aujourd'hui, les gens en prison sont majoritairement des gens issus de l'immigration. On va vous proposer de manifester dans quelques jours, ma chère Sophie de Menton, puisqu'on va parler justement de cette manifestation des Gilets jaunes qui vous fait horreur, des syndicats plutôt qui vous fait horreur. Le 5 décembre, est-ce que les Gilets jaunes doivent rejoindre les syndicats pour manifester contre la réforme des retraites ? Votre question est déplacée. Mais justement, vous replacerez le débat dans quelques instants, ma chère Sophie de Menton. À tout de suite sur Sud Radio. Vous nous appelez au 0826 300 300. Les Gilets jaunes doivent-ils se joindre aux syndicats pour manifester contre la réforme des retraites ? Ce sera le 5 décembre. À tout de suite. Allez, dernière ligne droite dans les débats d'actualité. On est ensemble jusqu'à midi sur Sud Radio, toujours avec nos 4 débatteurs. Éric Tegner, président de Racine d'Avenir, Xavier Iacovelli, sénateur des Hauts-de-Seine et candidat à la mairie de Suresnes, Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement patronal éthique, et François Coq, essayiste et auteur de L'Impératif démocratique. Nous passons à ce deuxième débat qui fait horreur à Sophie de Menton. Les Gilets jaunes, je redis la question telle que nous avons choisi de l'intituler, doivent-ils rejoindre les manifestations des syndicats du 5 décembre contre la réforme des retraites? En tout cas, c'est un appel qui a été voté à main levée par ce qui s'appelle une assemblée des assemblées de Gilets jaunes. Ça s'est passé à Montpellier ce week-end et ils ont voté justement pour une forme de convergence des luttes, en tout cas en appelant les Gilets jaunes à rejoindre la manifestation des syndicats du 5 décembre. Sophie de Menton. Il faut savoir que le principe des Gilets jaunes, c'est de ne pas vouloir être représenté. On l'a bien vu quand il y a eu toutes les manifs, ils n'ont jamais accepté de représentation. C'est même d'ailleurs un problème français. Nous sommes aujourd'hui dans un stade assez chaotique, car plus personne ne veut être représenté. On a, avec les réseaux sociaux, la certitude, la démocratie. La démocratie, c'est moi, j'ai mon avis et je le partage. Et donc, d'où la difficulté de ne plus pouvoir négocier. Et plus les syndicats sont écartés de ces négociations, plus ils deviennent virulents et profitent de la moindre circonstance pour essayer de montrer leur force. Donc on est dans un mauvais cas. Pas tous les syndicats. Pas tous les syndicats. Et je pense que les Gilets jaunes, pour lesquels j'étais au départ plutôt favorable... C'était il y a longtemps. C'était il y a longtemps. J'ai trouvé que se battre pour avoir le droit de vivre son travail, c'était légitime. C'est moi, personnellement, et je le dis, qui est provoqué, qui est demandé au gouvernement, au nom d'éthique, qu'on donne une prime spéciale, spécifique pour le pouvoir d'achat, qui a été finalement, etc. C'est devenu la prime Macron, ce qui est assez drôle. Mais c'était bien de donner tout de suite le pouvoir d'achat. Les chefs d'entreprise voudrait en donner plus davantage. Oui, enfin, si je peux me permettre, attendez Sophie, au sujet. La retraite, c'est une forme de pouvoir d'achat, en tout cas pour une certaine génération. À partir du moment où des Gilets jaunes se battent pour avoir un meilleur salaire ou mieux gagner leur vie, pourquoi ils n'iraient pas rejoindre une manifestation des syndicats ceux qui se battent pour les régimes spéciaux? C'était pas véritablement l'état d'esprit des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, c'était la France du travail. Eh bien, ils vont rejoindre la France des grévistes. Les Gilets jaunes, ils avaient viré Martinez l'année dernière. Je pense qu'il l'a oublié, le patron de la CGT. Maintenant, ils vont manifester avec lui. Les Gilets jaunes, ils voulaient plus d'équité. Maintenant, ils vont aller vers ceux qui sont des régimes spéciaux. Absolument. Je pense qu'à un moment donné, ce mouvement, il n'a plus de légitimité. Il représente que ceux qui manifestent. Ce mouvement n'a plus de légitimité. Vous dites, en fait, celui des Gilets jaunes. Mais évidemment, dès qu'on écoute des gens, les gens disent oui, au début, je soutenais les Gilets jaunes, mais c'est plus le cas aujourd'hui. J'ai envie de dire, les Gilets jaunes. Mais la réforme des retraites, elle mécontente tout le monde. C'est un vrai problème. Oui, je suis d'accord, mais évidemment. Tout le monde. Donc moi qui suis favorable à la réforme, je pense que là, il y a un vrai problème. On ne peut pas avoir une réforme qui passe quand elle mécontente tout le monde. Mais l'amalgame, et je sais que nous avons un révolutionnaire ici parmi nous, mais l'amalgame qui consiste... Je suis pour rompre avec l'ordre établi, je vous le confirme. François Coq. Qui consiste à mettre tout le monde dans la rue, youpi, on est tous là, et ça va aller beaucoup mieux parce qu'on est en révolte. Vous allez faire quoi? Guillotiner le roi, ça ne marche pas tellement. Bon, alors maintenant François que vous avez... qui allait manifester, j'imagine, le 5 décembre d'ailleurs. Mais oui, bien évidemment. Et alors, je suis très content que les assemblées des Gilets jaunes se soient positionnées comme ça. Mais moi, en tant que Gilet jaune, je n'ai pas besoin d'avoir quelque signal que ce soit. Parce que ma place est là-dedans. Et je trouve qu'il y a un apport extrêmement fort des Gilets jaunes, justement, à ce qui n'est pas simplement une convergence des luttes. Il va y avoir des gens qui vont se mobiliser sur la question des
retraites à partir du 5 décembre et au-delà, vous verrez. Mais les Gilets jaunes ont une spécificité. C'est qu'ils ne sont pas simplement dans la contestation. Ils ont contesté une taxe au départ. Mais très vite, ce qui est apparu, c'est la dimension constituante du mouvement. C'est-à-dire qu'ils ont appelé à recréer des solidarités et des espaces de collectif. Eh bien, c'est ça qu'ils vont amener dans cette question des retraites, qui est éminemment une question collective. Vous savez, moi, je n'ai pas un régime spécial, mais ma retraite, en tant qu'enseignant, va baisser de 16% avec la réforme telle qu'elle est proposée aujourd'hui. Et vous verrez que dans la rue, il n'y aura pas simplement des régimes spéciaux. Il y aura toutes celles et tous ceux qui, depuis des années, sont rentrés sur le marché du travail, ont signé un contrat, ont contractualisé avec l'État ou avec leur employeur ou avec la société tout entière, parce que ce sont des citoyens et à qui on dit qu'on change les règles du jeu en cours de route pour les faire travailler plus longtemps et pour au final leur donner moins. Ces gens-là ont raison aujourd'hui de dire ce n'est pas comme ça qu'on peut faire, on a besoin de refaire société et pour refaire société, il faut redéfinir les règles du jeu tous ensemble. Mais c'est le modèle néolibéral qui casse tout depuis des années. Refaisons société avec Sylvain qui nous appelle au 0826 300 300 depuis la belle ville de Pau. Bonjour à vous Sylvain. Bonjour Sud Radio, merci pour vos émissions. Et d'ailleurs, je voulais dire justement à ce sujet que l'année dernière, nous étions classés dans les 26e au rang au niveau de la liberté de la presse. Et je pense que des radios comme la vôtre contribuent à ce que nous ne soyons pas plus profondément classés. Merci à vous en tout cas. Parce que c'est vrai que la liberté d'expression, elle en prend un coup. Revenons justement à ce débat qui nous anime. Est-ce que d'après vous, Sylvain, les Gilets jaunes doivent se joindre aux syndicalistes et d'ailleurs aux manifestants, aux retraités qui vont manifester le 5 décembre contre la réforme des retraites? Bien, d'abord le problème des cheminots, le problème des instituts qui travaillent 7 ans de plus qu'autrefois. Avant, ils prenaient la retraite à 55, maintenant c'est 62, 63. Bref, le problème de tous ceux qui voient leur retraite s'éloigner au fur et à mesure qu'ils prennent de l'âge. Vient de deux choses. La paupérisation organisée de l'État. Alors d'une part... Qu'est-ce que vous entendez par la paupérisation organisée? Je vais vous préciser ma pensée. Alors d'une part, il y a les délocalisations dues à l'ultralibéralisme qui ont fait disparaître des millions d'emplois. Et quand on fait disparaître des emplois, on fait disparaître des cotisations. Parce que quand on nous dit c'est parce que les gens vivent plus vieux, le vrai problème c'est celui du chômage. Un chômeur... Il n'y a pas de cotisation en face d'un chômeur. Et d'autre part, il y a ce qui touche directement à l'État. On a les ultra-riches, les 0 et quelques % de la population qui représentent maintenant 30% du PIB, du produit intérieur brut, au lieu de 6,7 il y a 20 ans. Ah bah si vous les ruinez, comme ça tout le monde sera pauvre, on sera content. Et ces gens-là ne paient pratiquement pas d'impôts, d'où la disette de l'État. Alors ça dépend. Qui ne paye pas beaucoup d'impôts, ça c'est encore autre chose encore. Mais quoi qu'il en soit, Sylvain, vous êtes du coup plutôt d'accord en tout cas avec les Gilets jaunes et plutôt d'accord avec les syndicalistes, si j'ai bien compris. Merci à vous Sylvain, vous avez mis de bonne humeur Sophie de Menton. J'aimerais proposer à Xavier Iacovelli de réagir justement. Et vous soutenez plutôt la majorité présidentielle aujourd'hui, on peut le dire. Est-ce que vous craignez justement bien que la réforme des retraites, qui devait normalement mettre tous les Français d'accord contre les régimes spéciaux, elle met tous les Français d'accord contre cette réforme? Déjà, pour répondre à votre question sur la question de est-ce que les Gilets jaunes doivent aller à la manifestation? La réalité, c'est que les Gilets jaunes, c'est des Français comme tout le monde. Donc, ils se sentent ou pas concernés par la question de la réforme des retraites. Donc, il n'y a pas une catégorie de la population qui est différente et qui doit ou pas se joindre. Non, mais il y a une catégorie qui manifeste depuis à peu près un an, chaque samedi. Ce que je veux dire, c'est que c'est suivant s'il... moi, je suis contre l'appel d'une catégorie pour rejoindre une autre. Est-ce que vous avez peur sur la question de la réforme des retraites, on en est au début. La réalité, c'est qu'on n'a pas encore tous les éléments. La réalité, c'est qu'on entend aussi que sur la question des régimes spéciaux, l'idée est que ça soit sur les nouveaux entrants, et donc il y aura pas, on touchera pas. C'est pas encore décidé. C'est pas encore décidé, mais c'est ce qu'on entend. Ça va vite venir. Et donc moi, je fais confiance au débat parlementaire. Excusez-moi d'être parlementaire, mais en l'occurrence, moi, je fais confiance au pouvoir législatif pour améliorer la réforme. On doit réformer aujourd'hui la question des retraites. Après, comment est-ce qu'on le fait? Ça, c'est autre chose. Donc il faut effectivement qu'on réforme, mais moi, je fais confiance au pouvoir législatif pour améliorer reculer, les choses. Si je vous ai bien compris. Pas pour reculer, pour améliorer les choses, pour que justement cette réforme soit bénéfique pour tous les Français. Et ne mettre pas dans ce cas-là tout le monde contre elle dans la rue. En tout cas, merci à vous, Xavier Iacovelli. Je rappelle que vous êtes sénateur des Hauts-de-Seine, candidat d'ailleurs au municipal à la mairie de Suresnes. Merci Sophie de Menton, chef d'entreprise, président du mouvement éthique. François Coq, essayiste et auteur du livre L'impératif démocratique. À quel éditeur, s'il vous plaît? Aux éditions du Borrego. Aux éditions du Borrego. Parfait. Et Éric Tegnér,
Wegner, merci à vous. Je rappelle que vous êtes président de Racines d'Avenir. Vous parliez de liberté d'expression il y a quelques instants. Mais quelqu'un qui est en liberté depuis longtemps d'ailleurs fait son grand retour sur Sud Radio dans quelques minutes, puisque dans 10 minutes à peu près on trouve André Berkoff dans tous ses états. Belle journée à vous sur Sud Radio.